Allô, Dominique! Allô, Rosemary, comment ça va? Ben, ça va bien, je prépare mon déménagement puis parce que je pars à l'extérieur pour aller étudier. Ah ouais, tu t'en vas étudier où? À Montréal, en or. Ah ouais, tu vas étudier en or? Ouais. Hey, c'est le fun, ça! Oui, c'est vraiment le fun, mais c'est pas que je suis obligée de quitter la région pour ça. Ben écoute, j'en sais quelque chose, Ouais. hein? Alors, si ça te tente, on pourrait peut-être aller jaser de ça, là, parce que on aurait plein d'affaires à se raconter. Ouais, ça me ferait plaisir. OK, on y va. Ok. Salut Dominique, ça va bien? Hey, salut! C'est un peu chaud, mais je vais quand même... Ah ben c'est le fun de se voir comme ça, dans un petit café. Au Luxor. Donc, Dominique, tu es la directrice du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Ça fait combien de temps? Ben en fait, ça fait depuis l'ouverture OK, ouais, du quand Centre même. d'art, c'est-à-dire en 2015. OK. Mais en réalité, j'ai commencé un an avant l'ouverture parce qu'il fallait quand même préparer la première année de programmation puis un peu toute l'organisation de la chose. Alors, ça fait comme depuis 2014. Fait que vu que tu es là depuis le début, tu as pu voir l'évolution complète du Centre d'art. Oui, l'impact que ça a eu. oui, vraiment. Et non seulement l'évolution, mais tu sais, j'étais là même avant au niveau du processus de construction du carré 150 et tout ça, à Victo, là. Et Ouais. ce Centre d'art-là, on n'en a pas beaucoup à Victoriaville. Non, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé dans la perception des gens? Qu'est-ce que l'arrivée de ce centre-là a changé dans la culture à Victoriaville? Ben écoute, je peux parler à la fois du Centre d'art puis aussi du carré 150, mais surtout du Centre d'art parce que c'est le domaine qui me concerne le plus. C'est que, tu sais, pendant au-dessus de 50 ans, la ville de Victoriaville a toujours un peu manqué le train pour se doter d'un équipement culturel professionnel. Puis ça a été jusqu'à 2013 à peu près qu'on était toujours en attente et puis proactif pour se doter d'un tel équipement. Et tu sais, il y a toujours des embûches au début, ce qui font que c'est retardé. Il y a le politique, il y a l'argent, il y a aussi des pressions sociales et tout ça. Mais le timing, et d'ailleurs le mot diffusion momentum, on peut dire que le momentum était là aux alentours de 2012-2013 pour que ça se réalise. Et je pense que ça a apporté une bouffée d'air frais à Victoriaville, dans le sens où on avait un cinéma avant que plusieurs personnes considéraient un peu comme le centre culturel, mais qui n'était pas du tout adapté pour recevoir de la danse contemporaine ou du théâtre à cause de la dimension de la scène, des équipements techniques, l'absence de loge, etc. Alors, tu sais, ça a été vraiment presque une révolution de pouvoir accueillir autant des orchestres, des grands orchestres, que de pouvoir accueillir du théâtre de grande qualité, de pouvoir accueillir des shows de danse. Puis, dans le cas des arts visuels, ben, il y a différents lieux, il y a différents symposiums, mais un centre d'exposition à Victoriaville, il n'y en avait pas. Il y a un centre d'exposition, c'est dans l'écologie des lieux de l'art visuel. C'est vraiment un type de diffuseur qui est important. Parce que ça appartient un peu à la catégorie des musées, mais c'est des musées sans collection. OK. Alors, un centre d'exposition, il y en a dans la plupart des villes au Québec. Et c'est vraiment, il y a une direction, il y a une mission à ça qui est essentiellement de présenter de l'art de haut niveau, mais aussi de travailler très fort à créer de la médiation, à créer des liens pour que ces formes d'art-là deviennent accessibles à l'ensemble de la population. Alors, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour créer un lien entre les artistes, puis les œuvres contemporaines, puis les gens. Et je peux te dire que ça a fait toute une différence à Victoriaville. Dans un premier temps, là, tu sais, la première année, quand on a ouvert, les gens, quand ils rentraient dans la galerie, je me souviens, la première exposition, c'est Annie Bayarjon, qui est une artiste de renom, mais qui est originaire de Victoriaville, mais que personne connaissait à Victoriaville parce qu'il n'y avait pas eu d'occasion de diffuser ce genre de travail-là avant. Alors, tu sais, les questionnements des gens, c'était
oh, c'est bizarre. Ou quand ils rentraient dans la galerie, oh, c'est spécial. Alors, tu sais, c'était à peu près ça, souvent, la réaction qu'on avait. Et je te dirais, 7 ans plus tard, les gens entrent encore en aussi grand nombre dans la galerie, mais ils ont des références. Ils vont te dire, ah, ça, c'est une installation, et puis ça, est-ce que ça a été fait in situ? Ah oui, je connais, j'ai vu, j'ai entendu parler de cet artiste-là. Donc, on se rend compte que les gens ont développé, eux autres aussi, des outils pour être capables d'apprécier les arts. Puis dans ce temps-là, moi, je trouve que la job, elle a été bien faite. Puis on est en train aussi de préparer la prochaine génération des amateurs d'art, tu sais, parce que, tu vois, juste les années précédentes, l'année avant la COVID, on avait reçu 85 groupes scolaires dans l'année. Fait que ces jeunes-là, ils sont en contact avec de l'art dans leur cursus scolaire, là. Et je pense qu'au niveau de leur vie d'adulte, ça va faire une grande différence. Puis ils sont en contact aussi avec des pièces de théâtre, puis avec toutes sortes de... La danse contemporaine, Exactement, c'est ça. Oui, oui. Oui. Et comment tu décrirais l'état de l'art actuel à Victoriaville? Comment va l'art aujourd'hui? Ah ben l'art va bien. L'art, il va super bien. L'art va bien. Il y a comme même une espèce d'effervescence, puis c'est pas juste dû au Carré 150, là, c'est dû au dynamisme qu'il y a un centre d'artistes qui s'appelle Atoll. Il y a aussi le Café Lewis qui joue un rôle un peu dans l'underground. C'est vrai. Ça, c'est super important. Tu sais, on a... Il y a une communauté qui s'est créée. Ben, il y a une communauté qui s'est créée. Puis, il y a aussi des artistes qui ont émergé par des premières occasions qu'ils ont eu d'exposer ou de présenter leur travail dans des lieux professionnels. Tu sais, il y a des artistes de la région, comme par exemple Annie Saint-Jean, le collectif Bono Night, qui ont vraiment été des artistes qui ont été diffusés au Centre d'art Jacques et Michel Auger, qui ont participé à des projets, puis maintenant qui sont rendus au niveau national. Et donc, puis on le voit dans d'autres domaines aussi avec la musique puis la danse. Alors, c'est vraiment, je pense que là, il y a comme une communauté artistique qui est en train de se développer. Oui. Puis, il y a des jobs aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, parce qu'avant, si tu es un jeune qui vient de Victo, ben, toi, tu es une jeune qui vient de Victo. C'est ça. Mais tu sais, quand tu es un jeune qui vient de Victo puis que tu as fini, mettons, ton secondaire 5 en je sais pas, ma concentration art visuel ou... Au tandem, mettons. Au tandem ou concentration danse. Puis que là, tu veux poursuivre les études. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas être obligé d'aller au cégep à Drummondville. En art. Et il n'y en a pas à Victo. Fait qu'à Victo, tu peux faire art et lettres ou art et communication. Je pense communication, médias. On a 2 profils d'art et lettres. On a art et lettres, cinéma et littérature, qui est le seul profil artistique, mais l'autre, art et lettres, mon partenaire le fait. Et c'est un programme de langue, en fait. Ils vont apprendre l'espagnol. Fait au final, c'est plus linguistique, lettres, traduction que de l'art en tant que tel. Fait qu'on a juste un programme artistique avec peut-être architecture qui encore là est pas... Tu vois, c'est pas nouveau, mais ça a toujours été un frein, ça, cette réalité-là à Victo, parce que tous les jeunes qui voulaient aller, qui s'intéressaient aux arts, ben ils partaient. Il y a un exode extrêmement important de jeunes qui s'est passé depuis les années 70, là, 80, 90, et ils allaient étudier à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, puis en général, il y en a pas qui revenaient vivre à Victoriaville ou en région. Pour la simple et bonne raison que les contacts, la job, les opportunités de monter des projets étaient rarissimes, tu sais, voire complètement absentes. Alors, les choses sont en train de changer pour le mieux parce qu'il y a des gens maintenant qui vont aller étudier en muséologie, en médiation artistique, en musique, en théâtre, puis ils peuvent espérer revenir en région
région, avoir une qualité de vie qui est intéressante, puis avoir des jobs. Alors, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau d'avoir ça dans notre région. Puis je pense que ça apporte un dynamisme, mais ça suffit pas. Il faudrait vraiment pouvoir les retenir davantage. Pour qu'ils restent même pendant peut-être... On n'a pas d'université ici. Il n'y a pas de formation universitaire. Ouais. D'avoir un deck peut-être de plus, un deck plus spécifique en art, ça pourrait être intéressant. Ah, ça serait vraiment intéressant. Oui, vraiment. Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est plus tant vrai qu'il n'y a pas de job en art. Non, c'est pas vrai. De toute façon, au niveau du national, au niveau du Québec, du Canada, tu sais, le domaine des arts et de la culture, c'est un des plus grands employeurs. Et ça représente presque 4% du PIB. Du Canada. Tu sais, on a tendance à sous-estimer. C'est sûr que dans ce 4%-là du PIB, c'est quand même quelque chose qui est comparable à des grandes industries comme, par exemple, l'industrie forestière. J'imagine, j'ai pas les chiffres devant moi, mais tu sais, qui est quand même d'importance. Mais c'est tout le domaine de la culture et des arts qui est confondu. Fait que, tu sais, ça inclut aussi la télévision, ça inclut le cinéma, ça inclut la vente en ligne de musique, etc. Fait que c'est sûr que c'est un gros truc qui est englobant. Mais pour parler plus spécifiquement des arts, ben il y a quand même un développement qui est grand parce qu'il y a de plus en plus de métiers qui s'enseignent, qui sont reliés aux arts. Il y a des institutions qui engagent des spécialistes. Alors, tu sais, pour quelqu'un qui veut travailler dans une galerie d'art, par exemple, comme au Centre d'art Jacques et Michel Auger, ben il y a plusieurs corps il y a plusieurs types de professions. Tu sais, tu peux être technicien, tu peux être muséologue, tu peux faire de la scénographie d'exposition. Il n'y a pas juste être artiste, mais il y a aussi faire de la communication, il y a de la rédaction, il y a de l'administration. Il y a donc énormément de choses qui tournent autour d'un projet comme un centre d'exposition ou un centre culturel. Et même un emploi qui est plus traditionnel sur papier, mettons, je veux dire, dans une entreprise d'automobile, il faut quand même des gens qui soient créatifs pour faire les modèles de voitures, il faut des gens qui soient créatifs pour la publicité, et des gens créatifs pour... Tu sais, on finit jamais, là. Les jobs en création, il y en a des centaines et des Exactement. Ça, c'est un peu le paradoxe, tu sais, c'est que l'éducation traditionnelle, des fois, elle a tendance à minimiser l'importance de développer des aptitudes créatives. Puis d'un autre côté, quand les jeunes arrivent sur le marché du travail, on leur demande d'être créatifs. Mais tu sais, si t'as pas été habitué à être créatif, puis que t'es plus, on va dire, habitué à exécuter des choses, à répéter des choses de la manière qui ont toujours été faites, tu perds ton étincelle créative. Mais c'est pas non plus donné à tout le monde, puis il y en a pour tous les goûts dans une société, tu sais, puis c'est bien correct comme ça. Mais il faut pas oublier la part de la population qui fait preuve de créativité tout le temps dans tout. Puis ça va être des gens des fois plus marginaux qui fitent pas dans les cases habituelles, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de place pour ça. Au contraire, c'est ça qui nourrit une société, c'est ça qui la rend intéressante. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses du traitement des arts dans l'éducation? On en parlait un petit peu, mais... Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben écoute, de façon générale, c'est quand même intéressant qu'on ait l'enseignement des arts dans tout le cursus, là, tu sais, jusqu'à la fin de ton secondaire, là, tu sais, l'éducation de base. Tu sais, quand il y a des coupures, puis même on disait des fois, même quand il y a des jeunes qui sont moins intéressés, ben tu sais, souvent on va percevoir les arts comme un peu l'espèce d'endroit où on va s'en aller quand on veut pas travailler trop fort. Mais c'est pas la réalité de la majorité. C'est le cours facile. Ouais, ben c'est pas si facile que ça dans le fond. C'est pas facile. Mais c'est perçu comme ça. C'est perçu comme la facilité. Ouais, mais en même temps, tu sais, il faut toujours défendre son goût quand on est dans la création. Il faut être toujours en train de défendre le pourquoi de cette chose-là, parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important dans une société. Qu'est-ce qui va distinguer une société d'une autre? Dans le monde. Qu'est-ce qui fait que la France est la France? Qu'est-ce qui fait que les États-Unis? C'est les États-Unis. Il y a une dimension sociologique, il y a leur histoire, mais il y a aussi, c'est leur culture qui est différente, puis qui fait qu'on n'est pas tous pareils, puis heureusement, on n'a pas envie de tous être pareils, tu sais. Alors, les arts sont même un élément
très important au niveau de la diplomatie internationale. Oui. Et d'ailleurs, les gouvernements envoient des artistes à l'étranger. Ils n'envoient pas des artistes à l'étranger pour le plaisir d'envoyer des artistes à l'étranger, mais c'est que nos compagnies de danse, nos artistes, nos compagnies de théâtre, nos écrivains, écrivaines, dramaturges, etc., c'est des ambassadeurs de la culture d'ici, puis qui s'en vont partout dans le monde. Alors, nous, on reçoit des gens d'ailleurs, mais c'est tout à fait normal qu'on puisse faire rayonner notre culture comme ça, tu sais. Ouais. L'art, si on met autant d'argent, de temps et d'amour là-dedans, c'est probablement parce que ça remplit un besoin qu'on a. Ouais. Qu'est-ce que ça remplit, selon toi? Un besoin, écoute, moi, je suis toujours un petit peu embêtée avec la question du besoin. Et puis, parce que, tu sais, les besoins bien basiques, bien primitifs, c'est de dormir, c'est de manger, c'est de pouvoir avoir un toit sur la tête. Ouais. Tu sais, ça, c'est la base, tu sais. Et d'être distrait, puis le divertissement prend beaucoup de place dans ça. Tu sais, ça, c'est comme un peu une façon passive de vivre la culture, c'est de la consommer, tu sais, les consommateurs de culture, etc. Ça, c'est vraiment le besoin de base. Mais tu sais, à mon sens, un être humain qui veut s'épanouir complètement, il va avoir d'autres besoins qui sont d'un ordre un peu plus élevé, qui demandent peut-être un peu plus de curiosité, de participation pour se sentir vraiment, vivre vraiment en contrôle de notre vie. Puis pour être en contrôle de notre vie, ben il faut aller avoir des outils. Il faut étudier, lire, il faut aller voir des choses qui nous déstabilisent parce qu'on se doit d'avancer un petit peu tout le temps, tu sais. Et c'est ça qui donne un sens à notre vie. Alors, tu sais, nous autres, dans le fond, ce qu'on doit faire, les artistes, c'est que on est en général des personnes qui ont une sensibilité peut-être un peu plus grande à des problématiques dans la société ou dans notre environnement. Puis on possède des instruments, un certain langage pour être capable d'exprimer ça. Puis ce que les artistes expriment, ben les autres domaines, par exemple comme la science ou les technologies, peuvent pas l'exprimer de la même manière. Autrement dit, les artistes apportent un discours sur la vie, sur la société qui est différent, mais qui est quand même important, comme celui de la science, celui de la technologie et tous les autres discours. C'est quelque chose qui va parler plus au cœur, à l'imagination, qui va parler aussi à l'intellect. Alors ça répond à un besoin, mais pour que la population le ressente, ce besoin-là, il faut quasiment transformer le besoin en désir. Ouais. Tu sais, que les gens désirent l'art, qu'ils désirent s'ouvrir, qui désirent se changer ou en tout cas se rendre disponible à quelque chose qui est inconnu. Parce que c'est ça la grosse affaire, c'est que le divertissement, c'est du connu. Quand tu achètes un spectacle d'humour, tu sais qu'est-ce que tu vas voir. Fait que ton risque, il est pas très élevé parce que tu vas dans le connu. Mais si tu vas voir une exposition en art ou une pièce de théâtre d'auteur, tu ne sais pas ce que tu vas voir. Fait qu'il y a un risque qui est quand même assez élevé. Tu te dis, je ne sais pas si je vais aimer ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, la plupart des gens, devant ce risque-là, ils vont renoncer. Ah, ben non, je vais faire ce que je connais d'habitude, je vais faire ce que je fais d'habitude. Alors que quand tu as cette curiosité-là, tu vas dire, je ne sais pas, je connais pas ça, mais je veux le savoir. Fait que j'achète un billet, je prends ce risque-là. C'est ça l'idée de développer le désir de l'art. Ouais. Comment on crée la curiosité dans les gens, comme artiste? Écoute, créer la curiosité, je pense que c'est pas tout à fait nous qui pouvons, en tant qu'artistes, créer la curiosité. Mais comment on les pique d'abord? Ouais, c'est ça. C'est piquer la curiosité. En fait, je te dirais que ça devient très, très difficile parce que on est submergé de toutes sortes de choses avec les médias sociaux, avec la télévision, avec les séries et les médias de masse parlent pas tant que ça de l'art. Alors, c'est sûr que c'est difficile d'être touché
Avant, par exemple, quand il y a eu le journal Voir, ou qu'il y avait des médias qui étaient spécialisés dans les arts et la culture, on pouvait régulièrement savoir tout ce qui se passait en art à Montréal ou à Québec ou même à Trois-Rivières. Puis là, on n'a pas nécessairement ces outils-là sous la main. Alors, ça prend un certain effort, tu sais, pour avoir cette curiosité-là, mais pour piquer la curiosité des gens, je regarde les publicistes puis les gens en marketing, ils ne font que ça, chercher des manières de piquer la curiosité des gens. Mais c'est pas tant que ça aussi aux artistes à piquer la curiosité des gens, c'est aux artistes à donner, donner de la matière, donner quelque chose de riche. Et puis, on peut pas leur demander, en plus, d'aller toujours piquer la curiosité des gens, aller les chercher par la main. Mais c'est pour ça que les médiateurs, ceux qui font de la médiation artistique, ils sont entre les deux, tu sais. Puis ils font une job qui est super importante. Ouais. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de la condition de l'art avec la montée de la technologie? Pas vraiment, parce que les artistes, c'est comme un peu tous les autres boulimiques de la vie, là, tu sais. C'est du monde qui vont tout le temps aller récupérer, puis aller critiquer aussi la technologie. Tu sais, il y a des artistes qui travaillent avec l'intelligence artificielle. C'est vrai. Et puis il y en a qui travaillent pour faire des imitations de vedettes, mais il y en a aussi qui travaillent pour critiquer l'intelligence artificielle et qui retournent l'intelligence artificielle aux visiteurs pour montrer ses failles, montrer, par exemple, les dangers, les menaces qu'elle peut représenter. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui vont utiliser la vidéo. Depuis la pandémie de COVID, bien évidemment, tout le monde s'est mis à faire des trucs en ligne. À savoir maintenant si ça a été quelque chose de positif, je pense que oui, mais dans le long terme, on voit que les gens ont besoin maintenant de se voir en personne, tu sais. C'est bien beau, là, d'avoir fait des cours, je sais pas, toi, si t'étais à l'université ou au cégep pendant la pandémie, mais tu sais, faire une session avec un écran, puis chez vous, là, c'était pas l'affaire la plus tripante en ville, là, tu sais. Mais il y a eu des beaux projets de création qui se sont passés, mais c'est pas quelque chose qui va... C'est pas quelque chose sur quoi on va miser nécessairement. En tout cas, dans mon cas, je pense que la question du contact humain, la question de la rencontre, la question de se rassembler pour aller voir un film, sortir en gang, d'aller voir une pièce de théâtre puis d'en jaser après, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux comparer avec une expérience virtuelle. Mais la technologie, c'est comme en toute chose, hein. Il y a une dimension critique qu'il faut toujours garder en tête, mais il y a une dimension aussi qui est un peu le flow, le cours des choses qui fait que on peut se braquer contre ça, mais ça ne l'empêchera pas d'exister. Alors, tout simplement, ça fait partie de notre nouvelle réalité. Le domaine des arts, c'est peut-être un des domaines qui a eu le plus de conséquences de la pandémie. Et avec aujourd'hui, on peut profiter... on peut vivre une vie presque normale, là. Pas mal normale. On n'est pas vraiment revenu à la normale. Mais avec du recul, quel impact la pandémie a eu sur la condition de la culture? Et aujourd'hui, est-ce que la culture en ce moment est différente d'avant la pandémie? J'ai deux questions. Oui, c'est intéressant comme question parce que il y a beaucoup d'études là, qui se font actuellement avec les statistiques qui ont été recueillies pendant la période de la pandémie. Puis c'est sûr qu'il y a eu une diminution drastique du nombre de la fréquentation des lieux culturels. Par contre, les musées, eux, ont quand même maintenu une grande fréquentation. Puis il y a même des musées qui se sont développés, tu sais, parce que c'est des endroits qui sont restés plus facilement ouverts, n'étant pas avec des publics tout proches les uns des autres, qui étaient capables de faire ça. Il y a beaucoup d'organismes artistiques comme nous, d'ailleurs, au Centre d'art, qui ont décidé de faire des projets en dehors des murs. Oui, je l'ai vu. Alors, tu sais, on a acheté une roulotte, nous autres, pendant la pandémie, puis on a fait des projets avec ça. Puis on continue à faire des projets hors les murs. Ça nous a permis d'aller vers les gens. Il y a des impacts, mais il y a quand même une diminution de
fréquentation dans les salles de spectacle. Et je te dirais que ça peut-être c'est un lien multifactoriel. Là. D'un côté, tu as le vieillissement de la population qui est un peu une dimension là, démographique là, inéluctable. Là, on s'en va dans un vieillissement de la population, donc il y a des adaptations à faire. Puis on voit que les organismes ont tendance à faire des programmations qui commencent plus tôt, qui terminent plus tôt. Des shows à 7 heures, on voyait pas ça avant. Maintenant, on voit ça, des shows à 19 heures le soir. Il y a des shows d'après-midi. Alors, il y a des modifications comme ça qui sont apportées, puis c'est une bonne chose. Puis il y a aussi une autre dimension outre la question de la démographie, c'est le fait que les gens, pendant toute la période où ils étaient à la maison, ils ont investi dans les rénos, la déco. Maintenant, il y a une grosse inflation. Ils payent des hypothèques où il y a des taux d'intérêt pas mal plus élevés. Et en plus, ils ont pris l'habitude du cocooning. Hein? Tout le monde s'est acheté des gros cinémas maison. Ils ont des divans, ils ont des coussins. Puis là, parle-moi pas de sortir le soir après la job. Là, je suis rentrée chez nous, là, je suis en pantoufle, je suis habillée mou. Pourquoi j'irais voir une pièce de théâtre, tu sais? Mais là, c'est l'expérience d'être ensemble puis de jaser après la pièce de théâtre, de vivre quelque chose avec des vrais acteurs sur une scène. C'est ça qu'on a perdu, tu sais. Mais quand on a perdu cette habitude-là, puis qu'on est dans notre divan, qu'on fait du cocooning, ben c'est pas mal plus difficile de relancer l'habitude de fréquentation, l'envie, le désir. Ça, c'est vraiment, là, tu sais, on est dans l'univers du désir. Et ça, ben ça va être un gros défi. Dans les prochaines années, tu sais, ces deux éléments-là mis ensemble, tu sais, la question de vaincre l'isolement, l'individualisme, du cocooning et la question démographique, ça va être les deux gros défis, les deux gros enjeux qui nous attendent pour les prochaines années, là, c'est sûr, tu sais. Et ton centre d'art, il s'en va où? C'est quoi tes projets futurs dans les futures années en ce moment? Ah ben écoute, on est en train de faire une réflexion stratégique pour les prochaines années, fait que j'ai pas la réponse à donner tout de suite. Mais c'est sûr que le centre est appelé à se développer avec une programmation de plus en plus riche et puis évidemment de la médiation pour aller chercher de plus en plus des populations qui sont pas actuellement touchées par les arts et la culture. Tu sais. On a commencé cette année à aller chercher encore plus de gens qui sont pas des habitués de la culture. Puis on se rend compte que en général, c'est pas parce que ça les intéresse pas, c'est juste qu'ils n'ont pas été approchés. Et quand on les met en contact avec une forme d'art ou un atelier, puis qui font quelque chose avec leurs mains, qui font quelque chose avec leur créativité, ben en général, ils sont tout aussi ouverts que les personnes qui sont habituées. Il faut juste aller... il faut aller chercher. C'est ça, c'est un peu plus difficile des fois, tu sais. Merci beaucoup, Dominique. Et ça me fait plaisir. On pourrait jaser comme ça pendant des heures. Pendant des années. Ah, ben là, exagéré. Non, quand même. Merci beaucoup. Bienvenue. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.